Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la une spéciale que nous consacrons au deuxième tour de l'élection présidentielle en France et aussi à cette campagne donc qui continue. 27,85% des suffrages pour le président sortant Emmanuel Macron et 23,15% des suffrages pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. Ce sont les scores des deux candidats qualifiés au deuxième tour de la présidentielle en France, tels que validés par le Conseil constitutionnel. Au total, ce sont donc près de 36 millions de Français qui se sont rendus aux urnes le 10 avril, soit un taux d'abstention de 26,31%. Les électeurs sont invités à nouveau le 24 avril à choisir parmi ces deux candidats celui ou celle qui deviendra leur président ou présidente pour les 5 prochaines années. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc, pour discuter tout au long de cette émission Arnaud Benedetti, éditorialiste, rédacteur en chef de la revue politique parlementaire, auteur de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Valérie Gaz, qui est notre chef de service politique à RFI. Bonjour Valérie. Bonjour Aziza. Merci à vous deux d'être avec nous. Et je commence tout d'abord avec vous, Valérie. Alors, l'extrême droite enregistre aujourd'hui des scores records lors de ce premier tour, beaucoup plus que 2017. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan totalisent 32,25% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, on a un électeur sur 3 qui vote pour l'extrême droite en France. Oui, on peut presque dire que sur ce plan-là aussi, on a changé de monde en politique avec ce scrutin. Alors, cette progression, elle avait déjà été engagée dans les différents scrutins précédents. Mais c'est vrai que là, avec un électeur sur 3, le tiers des électeurs qui se reportent sur les candidats qui représentaient ces idées, on est un cran au-dessus de la dernière fois. La dernière fois, on avait Marine Le Pen plus Nicolas Dupont-Aignan qui faisait 26% des voix, c'était déjà beaucoup, mais c'était quand même nettement moins que cette fois-ci. On peut constater qu'en fait, l'opération que Marine Le Pen a engagée il y a quelques années de dédiabolisation porte ses fruits, d'autant que dans cette campagne, elle est passée de la dédiabolisation à la normalisation, et en se donnant une image beaucoup plus lisse, beaucoup moins provocatrice, et ça a relativement bien fonctionné, d'autant que cette campagne de 2022 a été marquée par l'émergence de qui ? D'Éric Zemmour, qui lui a endossé ce costume un petit peu de candidat radical, provocateur justement, focalisé sur l'immigration, qui a permis presque à Marine Le Pen de se recentrer. Et donc le cumul des voix de tout ça, ça donne le résultat qu'on a eu. Il ne faut pas oublier aussi que dans ce vote pour Marine Le Pen, il y a aussi une espèce de vote de colère. Il y a du vote d'adhésion pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen, maintenant, ça existe, mais il y a aussi une part des Français qui se sont sentis laissés pour compte. Il y a eu beaucoup de crises, celle des Gilets jaunes notamment. Eh bien, ces Français, quand ils mettent un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour, c'est aussi une manière de dire qu'ils se sont sentis un peu exclus et laissés pour compte, qu'ils sont en colère. Alors, Arnaud Benedetti, vous dites de votre côté que Marine Le Pen aujourd'hui va peut-être challenger plus sévèrement qu'en 2017 Emmanuel Macron. Alors, on le sait, il y a cette réserve de voix, en tout cas c'est 32%, mais pas que. Vous parlez aujourd'hui de réserve de voix et vous dites que c'est quelque chose d'assez aléatoire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les conditions, si vous voulez, du duel ou du match retour, pour prendre la terminologie footballistique de 2022, ne sont pas celles de 2017. L'écart de voix est certes plus important, paradoxalement, pour Emmanuel Macron en 2022 qu'il ne l'était en 2017, mais la réalité, c'est que pour la première fois, la candidate du Rassemblement national dispose d'une réserve de voix ou d'un niveau de réserve de voix qui est très nettement supérieur à celui de 2017. Je ne prendrai que l'exemple qui a été cité, celui de l'offre politique d'Éric Zemmour, qui, avec déjà 7%, permet à Marine Le Pen de pouvoir avoir une marge de progression beaucoup plus importante que celle qu'elle avait en 2017. Et puis, il y a plusieurs inconnus, si vous voulez. Il y a l'inconnu quand même du vote Mélenchon, dont on sait très bien que c'est un vote qui est profondément anti-macroniste et qui peut, en partie, je dis bien en partie, se reporter éventuellement, même si c'est peut-être marginal, sur la candidature de Marine Le Pen. Il y a
que feront par exemple les électeurs de Valérie Pécresse. On sait qu'il y a une partie de ces électeurs plutôt majoritaires qui vont se porter vers Emmanuel Macron, mais il reste quand même une partie de ces électeurs aussi qui vont vraisemblablement se porter vers Marine Le Pen. Donc elle dispose encore une fois d'un réservoir qu'elle n'avait pas en 2022, qu'elle n'avait pas en 2017. Il y a un autre aspect. Vous l'avez très bien dit, c'est vrai que Marine Le Pen s'est considérablement recentrée par une sorte d'effet d'optique qui est lié à la candidature d'Éric Zemmour, qui a récupéré un certain nombre des thématiques les plus, j'allais dire, dures de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas eu besoin de faire campagne parce qu'elle avait quelque part un candidat qui, à sa droite, imposait cet agenda politique dans le débat politique, et d'autant plus qu'elle n'avait pas besoin de faire campagne sur ces thématiques-là parce qu'elle avait l'antériorité historique liée à l'histoire du Rassemblement national versus Front National. Mais par contre, là où elle était particulièrement habile, au-delà du recentrage qui a été le sien, c'est qu'elle a, dès le mois d'octobre, réussi à anticiper finalement l'enjeu qui serait l'enjeu majeur de cette campagne présidentielle, qui est la question du pouvoir d'achat. Et en plus, avec la question de l'inflation qui est boostée aujourd'hui par la guerre en Ukraine, elle a eu là, de ce point de vue-là, une valeur ajoutée pour elle qui est non négligeable. Alors justement, en parlant du pouvoir d'achat, parlons justement, Valérie, des programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces programmes ont évolué dans l'entre-deux tours, justement pour aller draguer un peu plus à gauche, un peu plus à droite? Alors oui, les programmes ont évolué. Enfin, c'est surtout celui d'Emmanuel Macron qui évolue. Parce que depuis le premier tour, il a quasiment théorisé le fait qu'il était le candidat à l'écoute, le candidat capable d'aller agréger des propositions des uns et des autres. Dès avant le premier tour, il avait un petit peu anticipé en parlant de la planification écologique qui fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui pour lui était possible à intégrer dans son programme. Et puis on l'a vu, dès le lundi qui a succédé au premier tour, il a été fait lâcher du lest sur la réforme phare de son programme, celle des retraites. Avant le premier tour, il a dit il faut mettre l'âge légal à 65 ans. Dès le lundi, il a dit finalement 64 ans, ça pourrait passer aussi. Et Emmanuel Macron est dans une opération de drague des électeurs de gauche. Il a été élu avec 27% des voix et en effet, c'est plutôt un socle qui va vers le centre droit. Là, il lui faut, pour le second tour, aller ramener un petit peu d'électeurs de gauche vers lui. C'est ce qu'il tente de faire. Alors, on attend peut-être encore d'autres évolutions sur l'écologie, justement. Hier, il était en déplacement au Havre avec Édouard Philippe. Il devait parler d'écologie, il en a parlé, mais il n'a pas fait la petite annonce de plus qui pouvait séduire les électeurs écologistes. Il s'est contenté de dire, oui, mais un électeur écologiste, il faut qu'il vote pour moi, parce que s'il vote pour Marine Le Pen, c'est une catastrophe, elle ne veut pas d'éolienne, elle ne veut rien. Donc voilà, il est un petit peu dans cet entre-deux, parce qu'on lui a aussi reproché justement de faire ces avancées vers un autre électorat, quitte à être un peu moins cohérent avec ce qu'il avait annoncé avant. C'est le Front républicain qui est aujourd'hui l'enjeu pour Emmanuel Macron, sachant que c'est très difficile, puisqu'on voit pour Marine Le Pen, c'est assez clair, les consignes de vote, etc., des deux autres candidats, si je parle de Dupont-Aignan ou d'Éric Zemmour. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Mais d'abord, si vous voulez, le Front républicain est un objet politique qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une partie de l'opinion publique qui considère que Marine Le Pen n'est plus une candidate d'extrême droite. Ça, c'est une réalité aussi de la perception d'une partie du segment électoral. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs sa progression aussi, vraisemblablement, parce qu'elle progresse, il faut le rappeler, avec un candidat qui vient mordre sur sa zone de chalandise, Éric Zemmour. Donc, c'est vrai que la consolidation du score électoral de Marine Le Pen, dans ces conditions, est quand même particulièrement impressionnante. On a beaucoup focalisé sur la progression de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, finalement, n'avait pas la concurrence qu'avait sur sa droite, en tout cas sur sa gauche, qu'avait Marine Le Pen, elle, de son côté. Donc ça, c'est un point important. Le Front républicain, si vous voulez, aujourd'hui, on voit que déjà en 2017, ça n'avait pas marché quand même de la même manière qu'en 2002, pour une raison simple. D'abord, c'est que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que, si vous voulez, le risque du Front républicain, c'est d'accréditer l'idée que, finalement, défend Marine Le Pen, qu'il y aurait un système, une oligarchie, une caste qui s'auto-protégerait. Et quand même, c'est un pays, la France, on l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, le sentiment anti-élite est extrêmement prononcé. Et le macronisme est associé à cette idée des élites. Et la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui en France un candidat Emmanuel Macron qui est bien placé quand même pour être conduit, mais qui a un gros handicap. C'est que il y a en effet un antimacronisme qui est assez partagé dans plusieurs segments électoraux de la société française,
un anti-macronisme à droite, un anti-macronisme à l'extrême droite, bien évidemment, et un anti-macronisme à gauche, qu'exprime à sa façon, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a quelque chose d'assez fragile avec le Front républicain. Et d'ailleurs, on a vu ces derniers jours, si vous voulez, qu'on a eu un début peut-être d'émergence un peu de Front républicain avec, vous savez, des prises de parole de sportifs, de présidents d'université, avec une polémique sur une présidente d'université qui a envoyé un mail à des étudiants dans des conditions qui sont d'ailleurs discutables. On voit que depuis 24 heures, finalement, ce format du Front républicain qui semblait renaître est en train progressivement de s'infléchir, comme si même du côté du macronisme et d'Emmanuel Macron, on avait compris que c'était vraisemblablement pas la meilleure des stratégies à opposer par rapport à Marine Le Pen. Même s'il a tenté de le remobiliser. Même s'il a tenté de le remobiliser. Avant le premier tour, il a été assez virulent et il a tenté de dire mais comment ça se fait, plus personne ne dit que Marine Le Pen est d'extrême droite. Mais c'est vrai qu'il y a une inflexion et qu'il a l'air d'être moins dans ce combat-là. On n'a plus qu'une petite minute avant de terminer cette première partie, mais il y a quand même des points positifs dans cette campagne pour Emmanuel Macron. Le point positif, si vous voulez, c'est qu'on n'attendait pas, au regard des dernières intentions de vote, Emmanuel Macron à 28%, voire quasiment à 28%. Donc ça veut dire qu'il a un socle électoral qui est solide. Socle électoral qui avait été testé par toutes les intentions de vote, par un certain nombre d'études d'opinion, qui reste solide. Et ce socle électoral, c'est quoi? C'est quand même beaucoup les classes supérieures, les classes moyennes supérieures et les classes supérieures, et une partie de l'électorat des seniors. On a beaucoup insisté là-dessus, mais on voit bien que les seniors sont rassurés par l'offre politique d'Emmanuel Macron, moins les actifs. Et il a été aussi bénéficiaire d'une espèce de vote utile à droite. Valérie Pécresse s'est effondrée, passée de 8 à moins de 5%. Les 3%, ils sont allés directement chez Emmanuel Macron. Il y a eu plusieurs phénomènes de vote utile pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron, ce qui explique les scores élevés des 3 candidats au premier tour. Très bien, vous avez parlé justement de Jean-Luc Mélenchon. On va en parler dans la deuxième partie et de l'état de la gauche justement à la sortie de ce premier tour et de ce que pourraient donner ces votes à gauche en tout cas. On va s'arrêter juste quelques instants. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de cette spéciale de Demain à la Une consacrée à la présidentielle en France. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous sommes toujours en spécial consacré à la présidentielle en France. J'ai toujours avec moi Valérie Gast, notre chef du service politique de RFI, et Arnaud Benedetti, éditorialiste, rédacteur en chef de la revue politique parlementaire. Alors, nous parlions tout à l'heure, tout d'abord d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. On va parler un petit peu de la gauche, puisqu'on a aussi, on a parlé pas mal de Jean-Luc Mélenchon. Et un mot sur cette gauche, et on commence peut-être par le Parti socialiste, qui est aussi, je ne sais pas si on peut parler vraiment de surprise, puisqu'on a vu quand même tous les sondages qui allaient un peu dans ce sens-là, mais en 2012, on avait un président socialiste. 10 ans plus tard, c'est Jean-Christophe Cambadélis, qui est l'ex-premier secrétaire du Parti socialiste, qui appelle le parti à s'auto-dissoudre après l'échec cuisant d'Anne Hidalgo lors du premier tour de la présidentielle. Oui, en 2017, on pensait qu'avec le score de Benoît Hamon, qui était déjà très faible, 6,36%, le Parti socialiste était vraiment tombé au plus bas. En fait, il a réussi à tomber encore plus bas, cette fois-ci avec Anne Hidalgo, qui a fait une campagne totalement inaudible. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que le Parti socialiste est en fin de vie. Ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour refaire quelque chose sur les ruines de ce qui reste. Est-ce qu'il faut dissoudre la marque socialiste? Est-ce qu'elle est arrivée en bout de course? C'est en effet une des hypothèses. Ça fausse sport beaucoup du côté des éléphants, entre guillemets. Jean-Christophe Cambadélis en fait partie. Il y a aussi François Hollande qui est sur le coup pour essayer de savoir comment on peut relancer quelque chose dans la perspective notamment des législatives, avec quelle étiquette, quelle marque, quelles alliances éventuellement. Ce qui rassure un peu le PS, c'est qu'il y a encore un ancrage local. Et d'ailleurs, c'est peut-être de là que viendra l'espoir de quelqu'un qui pourrait sauver le PS. On parle beaucoup de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui a gagné donc sa réélection aux dernières régionales. C'est une question, en effet, qui va se poser dans un gros chambardement des grandes manœuvres à gauche pour tenter de peser dans le quinquennat qui va venir. Alors, Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, il a eu 22% lors du premier tour. Certains des électeurs de la France insoumise avaient quand même clairement dit qu'en cas de duel, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, eh bien, ils pourraient faire barrage à Emmanuel Macron. Comment est-ce que le président sortant peut gagner ces voix de la France insoumise? Est-ce que c'est possible? Alors d'abord,
d'abord, le vote quand même en faveur de Jean-Luc Mélenchon est un vote beaucoup plus hétérogène qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il a bénéficié d'une sorte de vote utile à gauche, venant en partie des écologistes ou venant en partie de ce qui reste du Parti socialiste, en tout cas dans son offre politique nationale. La réalité, c'est que, si vous voulez, je pense que la partie du vote utile de Jean-Luc Mélenchon, qui vient de la gauche social-démocrate ou écologiste, de ce côté-là, je pense qu'ils feront leur devoir, c'est-à-dire, en d'autres termes, ils iront voter contre Marine Le Pen. Reste ensuite, en effet, un substrat qui, encore une fois, est beaucoup plus radical dans son opposition à la majorité sortante et au président sortant. Et là, il y a une vraie question qui se pose, savoir si cet électorat-là va aller jusqu'au bout, finalement, de l'appel implicite quand même qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en disant pas une voix, il l'a répété 4 fois, il faut s'en souvenir, pas une voix pour Marine Le Pen. Donc en creux, on peut considérer quand même que pour faire barrage à un moment donné à quelqu'un, il faut bien évidemment, je veux dire, mettre un bulletin de vote, et le bulletin de vote... ça peut aussi vouloir dire ne pas voter au vote des blancs. Ça laisse la place à l'abstention, et c'est le grand danger pour Emmanuel problème, c'est Macron. qu'il faut qu'il arrive à, si vous voulez, à arbitrer entre la nécessité pour lui de montrer qu'il ne fait pas la courte échelle à Marine Le Pen, et en même temps il faut qu'il respecte aussi une partie de sa base qui est en effet une partie de sa base qui est fortement opposée au président sortant. Donc c'est un exercice un peu de en même temps lui aussi qu'il fait. Et donc c'est cet exercice-là auquel il s'est adonné lors du soir du premier tour. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les études, on voit qu'il y a, disons, une moitié à peu près de cet électorat qui risque de s'abstenir. Et ensuite, peut-être... En fonction des études, ça bouge beaucoup quand même. En l'occurrence, tous les jours, on voit que ça évolue. Mais globalement, on a plutôt 30% de cet électorat qui pourrait voter Emmanuel Macron et peut-être un peu moins pour Marine Le Pen. Alors, Valérie, les Insoumis en veulent beaucoup à Fabien Roussel, le candidat communiste à cause duquel, selon eux, Mélenchon n'est plus au deuxième tour. On n'est pas au deuxième tour, alors qu'il aurait pu, encore une fois, selon eux, remplacer Marine Le Pen. Il manquait à Jean-Luc Mélenchon 421 420, enfin en tout cas c'est ce qui le séparait de Marine Le Pen. Et on rappelle que Fabien Roussel a eu 800 000 voix. Donc pour les Insoumis, eh bien si ces voix-là avaient été pour Jean-Luc Mélenchon, ça aurait plutôt marché. Aujourd'hui, pourtant, Fabien Roussel invite Mélenchon à faire équipe pour les législatives. Oui, c'est les soubresauts et les aléas de ce duel entre les Insoumis et les communistes, entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Fabien Roussel, il a tenté le coup dans cette élection-là. La dernière fois, ils avaient été sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon. Les communistes, cette fois-ci, ils ont voulu exister. Ils ont voulu tenter de se redynamiser, de ne pas disparaître sous les radars et d'être totalement étouffés, définitivement étouffés par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Et en effet, ils ont pris des voix. Fabien Roussel a fait une campagne tout à fait honorable. On le connaît mieux maintenant, lui et sa France des jours heureux. Ça a marché, ça a fait 800 000 voix. Et c'est vrai qu'il en a manqué 400 000 à Jean-Luc Mélenchon. Alors maintenant, il est revenu, Fabien Roussel, à la réalité de la vie politique. Il faut préparer les législatives. C'est le plus petit, il tend la main au plus fort parce que la dynamique électorale, elle est du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses 22% de voix au premier tour. Donc il tend la main. Mais comme vous le disiez, c'est pas sûr que les Insoumis la prennent tout de suite, cette main tendue, parce qu'ils ont un peu le premier tour dans le collimateur. Bon, il va y avoir des tractations, des négociations entre les Insoumis et les communistes, et puis avec les autres partis de la gauche. Il y a aussi les écologistes là-dedans qui sortent déplumés de ce premier tour. Là aussi, Yannick Jadot est tombé sous les 5%. Il ne pensait pas faire un score aussi faible. Les socialistes, alors on sait que insoumis socialiste, c'est très difficile. Ça ne va pas être forcément la négociation la plus simple et l'alliance possible, mais il va falloir qu'ils essayent de s'entendre, même si on sait que la gauche, elle est divisée et fracturée, parce que pour peser, ils ont bien vu qu'ils ont buté sur le premier tour parce qu'ils étaient tous divisés. Alors, il y a le débat de l'entre-deux tours, c'est un moment fort et important que tout le monde attend, c'est mercredi prochain. C'est un peu la manche retour pour Marine Le Pen qui espère probablement faire mieux que le duel de 2017. Vous savez, on a eu déjà, c'est le deuxième débat de ce type, si vous voulez. Il y a eu en 1974 le débat Giscard-Mitterrand, 81 le match retour Mitterrand-Giscard, et c'est la première fois depuis finalement cette époque qu'on a deux candidats, les deux finalistes qui vont débattre à 2 mandats de distance. Oui, alors si vous voulez, un débat télévisé. Quand on regarde ce que disent les politistes, les politologues, ils vous disent un débat télévisé ne fait pas gagner une élection. C'est très difficile de quantifier.
si à un moment donné, un candidat va l'emporter sur l'autre. On a quand même pensé qu'elle a perdu des points. En tout cas, ça peut la faire perdre. Voilà, la difficulté, c'est que le débat peut vous faire perdre. Peut vous faire perdre. Et on l'a vu, le débat de 2017 reste un marqueur fort dans la cristallisation de l'image de Marine Le Pen, parce que tout simplement, elle est apparue comme une candidate qui était fragile, qui n'était pas crédible, qui n'était pas compétente. Et en face, Emmanuel Macron assure aussi sur cet exercice-là de la prise de parole en public et de cette manière de mener le débat. Évidemment, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a une pratique... D'abord, il dispose d'un avantage, c'est qu'il a la stature présidentielle. Il a 5 ans de stature présidentielle. Donc la perception que peuvent avoir un certain nombre de téléspectateurs et de citoyens, c'est qu'en effet, il habite la fonction, même si on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est un avantage, malgré tout, dans un débat face à quelqu'un qui doit faire la démonstration qu'elle est en mesure d'habiter la fonction. Alors, ce n'était pas le cas en 2017, c'est vrai. Mais aujourd'hui, pour Marine Le Pen, c'est vrai qu'à la limite, je dirais que le fait de ne pas rater le débat et d'être un peu mieux que ce qu'elle était en 2017 constituera déjà une forme de succès. C'est sûr que, si vous voulez, ce débat est important parce que l'écart, quand même, entre les deux candidats est quand même, pour l'instant, encore serré, qu'on le veuille ou non. Donc, le débat prendra un relief tout particulier. Et on voit bien que d'ailleurs, on a cru comprendre que Marine LePen allait le préparer durant les 48 heures à la campagne, parce qu'elle était arrivée épuisée, qu'elle veut mettre toutes les chances de son côté. Alors Emmanuel Macron, justement, lui aussi doit se préparer pour ce débat, j'imagine aussi bien sur le fond que sur la forme. Oui, alors du côté d'Emmanuel Macron, on fait justement la communication, c'est non, mais nous, il va pas se mettre 2 jours sans rien faire. Il parle même d'un déplacement la veille, éventuellement en Île-de-France. Donc la communication, en tout cas autour de la préparation, c'est d'accord, on le prépare avec minutie, mais il y a une espèce de supériorité affichée sur la préparation. Emmanuel Macron n'arrive pas du tout, bien sûr, avec le même handicap de départ, puisque lui, il n'avait pas raté son débat en 2017. Mais il arrive avec un enjeu supplémentaire. C'est le président sortant. Alors d'accord, il a la stature de chef d'État, il a montré qu'il a géré des crises, il a montré qu'il n'a plus rien à démontrer sur cette stature-là. Mais il a un bilan. Et ce bilan, Marine Le Pen va lui renvoyer systématiquement à la face durant ce débat. Et il va devoir se défendre. Et puis, Emmanuel Macron, il faut qu'il évite, pour moi, des écueils qui pourraient vite le rattraper. Déjà, ne pas apparaître justement trop condescendant face à une adversaire qui a raté son premier débat et qui n'a pas sa stature présidentielle. On sait que le président peut de temps en temps aller sur ce chemin-là. Et puis, il faut qu'il évite aussi l'agressivité. Il en a fait preuve juste avant le premier tour. En effet, il a été très virulent face à Marine Le Pen. Ça ne serait certainement pas son avantage si elle arrive à garder ce calme qu'elle a réussi à garder dans la campagne. Donc, c'est pas aussi simple non plus. La situation d'Emmanuel Macron, elle est différente. Il joue une réélection. C'est plus le petit nouveau de la classe politique qui arrive avec un petit peu, auréolé de sa nouveauté. Et en fait, il y avait moins d'enjeux, d'une certaine manière, en 2017 qu'il y en a en 2022 pour Emmanuel Macron aussi. Alors, Arnaud Bénédicte, pour finir, vous dites que l'élection présidentielle se joue sur la capacité à incarner la fonction. Bien évidemment, on en a un, le président sortant, qui du coup l'incarne forcément, mais est-ce qu'il l'incarne ou pas aux yeux des Français? Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui a raté un premier débat et qui refait... Je partage ce qui vient d'être dit, c'est que la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'en effet, ce n'est pas un produit nouveau par rapport à 2017 et qu'il a le handicap de ses avantages, c'est-à-dire le fait qu'il est le sortant. Donc à un moment donné, le sortant, il faut qu'il défende son bilan. Ensuite, quand on regarde aussi un certain nombre de traits d'image nouveaux qui ont été mis en avant par un certain nombre d'instituts de sondage, c'est que sur certains traits d'image, Marine Le Pen a pris l'avantage sur Emmanuel Macron, notamment sur la question de la proximité, sur la question de l'écoute. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qui a été reproché depuis maintenant 5 ans à Emmanuel Macron, c'est d'être parfois trop en distance par rapport aux Français, parfois d'être dans une surassurance qui peut nuire finalement au fait qu'un président de la République, il est là aussi pour rassembler. Et la capacité à rassembler, c'est un autre élément extrêmement important. Et à ne pas mépriser les électeurs de Marine Le Pen en l'humiliant. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Restez sur France 24. À très bientôt et très bon week-end.